Bonjour à tous, alors je vous retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo unboxing BD. Alors cette fois-ci, il s'agit de revenir sur une ancienne revue de BD, comme j'ai déjà fait à 4 reprises. Et cette fois-ci, je vais m'intéresser à Métal Hurlant, non pas la première itération de ce magazine très célèbre qui a été initié en 1975 par Moebius, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Dourier. C'est les principaux protagonistes qui sont à l'initiative de cette revue qui est devenue légendaire par la suite, qui a amené aussi la création de l'éditeur Les Humanoïdes Associés, puisque cette maison d'édition a été créée en même temps que Métal Hurlant et pour Métal Hurlant. Cette publication a survécu longtemps, mais n'a pas passé le cap des années 80, puisqu'elle s'est arrêtée en 1987, avec la part des albums qui prenaient de plus en plus de place dans le milieu de l'édition et qui laissaient de moins en moins de place aux revues de pré-publication, comme on appelait ça à l'époque. Les BD étaient à l'époque d'abord pré-publiés dans les magazines, et éventuellement après, c'était même pas systématique, étaient publiés en album. Et de plus en plus de BD ont été, au fil des ans, publiés en album sans passer par la case magazine, ce qui a précipité la chute de tous ces magazines de pré-publication qui étaient très très nombreux à l'époque. Et Métal Hurlant en faisait partie. Eh bien, en 87, le dernier numéro est paru, et ça a été le dernier pour la formule du Métal Hurlant tel que beaucoup de gens l'ont connu. Cependant, le Métal Hurlant a plusieurs vies, on va le voir dans cette vidéo, et il a été relancé à l'initiative de Jean-Pierre Dionnet, toujours, en 2002, dans un format un peu différent de ce qu'il avait à l'époque, puisque c'est un format comics, un petit format, comme ceci. Et ce qui était différent aussi, alors ça s'est passé en juillet 2002, et ce qui était différent aussi, c'est que c'était pas disponible en kiosque, en maison de la presse. C'était disponible uniquement en librairie. Alors moi, j'ai pratiquement tous les numéros, je crois qu'il m'en manque qu'un seul de cette itération de Métal Hurlant. Et à l'époque, je l'achetais pas en librairie, mais sur le site bdnet.com, puisqu'à l'époque, 2002, c'était encore les débuts d'Internet, on peut dire. Et j'avais trouvé ce site bdnet.com assez sympa à l'époque parce qu'il était le seul à proposer des extraits des BD qu'il vendait. Il y avait pas beaucoup, et en général il y avait une planche qui était proposée en extrait. C'était pas encore le moment où toutes les maisons d'édition proposaient des extraits au format PDF éventuellement à lire aux éventuels acheteurs. Là, non, là c'était si vous n'aviez pas ces extraits sur Internet, vous ne pouviez pas savoir à quoi ressemblait la BD. Et BDNet faisait ça. Et BDNet, en fait, c'est une émanation d'une librairie parisienne. C'était la librairie Nation, si je ne me trompe pas. Alors moi, je ne suis pas parisien, donc je ne suis jamais allé dans cette librairie en vrai. Je suis toujours passé par le site internet. Mais comme c'était l'émanation d'une librairie, je suppose que c'était pour ça qu'ils proposaient aussi la revue Métal Hurlant, que j'achetais avec mes commandes habituelles. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Eh bien, ça a repris la numérotation où l'avait laissé l'arrêt de Métal Hurlant en première formule, puisque là, c'est le premier numéro, et en fait, il est numéroté numéro 134. Ça coûtait 3,50 €, ce qui était un prix très abordable, même pour l'époque, pour une revue tout en couleur et en papier glacé de 52 pages. Donc c'était tout à fait correct, niveau prix. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette revue avait des versions étrangères, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que la version française qui paraissait, il y avait aussi une version anglaise, une version espagnole et une version portugaise. Alors d'ailleurs, je vais vous faire un petit comparatif de la version française que j'ai donc et de la version anglaise, parce qu'il y a de nombreuses différences, on va voir lesquelles. Alors par contre, malheureusement, cette revue n'a pas trop trouvé son public à l'époque, parce que donc le premier numéro c'était le numéro 134, et bien elle s'est arrêtée au numéro 135 en septembre 2004, et alors pas tout à fait arrêtée parce que
Il y a eu un autre numéro presque 2 ans après, en mai 2006, hein, une espèce de hors-série, mais ce hors-série a enfoncé le clou sur le cercueil. Hein. Je vais vous proposer un petit feuilletage de ces revues pour voir quels étaient leurs points forts et leurs points faibles, s'il y en avait. Et on va regarder ça ensemble, parce que bon, ben, moi je les ai pratiquement tous, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Premier numéro de cette itération de Métal Hurlant, donc ben, je vous l'ai déjà dit, hein, 3,50 € pour 52 pages couleur. Donc j'ouvre pour voir à quoi ça ressemble. Donc il y a une page de sommaire imagé, un petit édito. Et puis ici, un petit texte introductif sur la première BD. Donc, qui s'appelle Le Mot, scénarisé par Jodorowsky et dessiné par Ryu et Viguru. Alors, comme beaucoup des histoires qu'on va voir dans ce magazine, hein, parce que c'est surtout des histoires complètes qui vont être publiées, ben, cette histoire va être publiée dans un album qui va en regrouper beaucoup, qui s'appelle Astéroïde Hurlant, et qui paraîtra seulement en 2006, c'est-à-dire 4 ans plus tard. Voilà, deuxième histoire, à base de loup-garou. Alors on aura beaucoup d'histoires de science-fiction, mais pas que, dans ce Métal Hurlant. C'est plus de l'horreur que de la science-fiction ici. Alors ici, une bande dessinée de Vazem, un auteur suisse. Et des pin-ups de Beltrán, qui était un auteur en vogue à l'époque. Hein. On a un peu perdu de ses nouvelles, c'est dommage, parce que moi j'aimais bien Beltrán. Alors ces pin-ups, elles seront publiées un peu plus tard, dans un album qui paraîtra aux Humanoïdes Associés en 2002. Hein. Voilà, je l'ai cet album, donc je peux vous le montrer. Et on voit d'ailleurs que les publications dans Métal Hurlant sont un petit peu différentes de celles dans l'album. Alors celle-là a été reprise pour la couverture, mais celle-là je vais vous la retrouver dans l'album. Très sympa cet album, pour ceux qui aiment les pin-up. Voilà, il est ici. Alors c'est pas la même chose, hein, vous voyez, il n'y avait pas les prénoms, il y a un titre qui a été rajouté. Voilà. Alors, on a plusieurs de ces pin-ups qui vont être publiés dans Métal Hurlant. Pas tout l'album, mais quelques-unes seulement. Alors ensuite, alors on a, ça va être un fidèle du magazine, ça va être les Hérésiarques. Alors cette histoire là qui est en noir et blanc, alors c'est pas ordinaire pour le dessinateur, hein, Das Pastoras. En fait, c'est un prologue au tome 1 des Hérésiarques, dont la publicité est ici. Donc je crois que cette histoire n'est pas dans l'album. Voilà. Alors, le dernier des Métabarons, pareil, c'est une histoire complète scénarisée par Jodorowsky, mais qui a eu droit à un album par la suite. C'est l'album Les Armes du Métabaron, que je possède aussi, donc je vais vous montrer. Voilà, qui est ici. Et je vais essayer de retrouver où est l'histoire. C'est ça, je crois. Voilà, on la retrouve ici. Donc c'est un album qui est paru en 2008, donc bien plus tard. Et voilà donc pour ce premier numéro. On passe directement au suivant. Suivant donc le numéro 135, hein, directement. Donc toujours le petit édito et un sommaire imagé. Ici, Red Light. Alors, beaucoup des histoires sont
par des auteurs que je ne connais pas, honnêtement. Alors c'est des auteurs de comics, la plupart du temps, que je ne connais pas forcément. D'où l'intérêt du petit texte avant à chaque fois pour donner un petit peu un contexte, parce que honnêtement, la plupart de ces auteurs, je ne les connais pas. Alors là, c'est The Invasion, autre histoire qui sera publiée dans l'album Astéroïdes Hurlants. Je vous avais dit que on retrouverait beaucoup cet album. En fait, toutes ces histoires sont scénarisées par Alexandre Jodorowsky. Voilà encore des pin-ups de Beltrán. Encore une petite histoire de Vazem. Ah, première rubrique de Jean-Pierre Dionnet, Le Mange-Livre. Rubrique que j'aimais bien, hein, parce que Jean-Pierre Dionnet a une bonne plume, hein, il écrit très bien, et il sait faire partager ses passions pour les différentes sorties culturelles du moment. Donc c'était assez agréable à lire, cette rubrique. Et là, une histoire de François Bouc, que je pense inédite, hein, je crois qu'elle n'est pas parue dans un album par la suite. François Bouc, hein, qui a publié aux Humanoïdes Associés, hein, entre autres Bouncer, avec Jodorowsky, justement, et puis par la suite tout seul, puisque c'est lui qui scénarise dorénavant. Allez, on passe directement au numéro 136. Alors, Coming of Age, pareil, encore une histoire qui sera publiée dans l'album Astéroïdes Hurlants. J'aime assez le graphisme. Le Mange-Livre de Jean-Pierre Dionnet. Alors là, une histoire qui me laisse un peu sceptique, hein, mais apparemment, c'est une histoire avec un passif, hein, puisqu'il y a déjà eu un album de ces deux personnages, Buddy et Flappo, d'un auteur que je connais pas trop, hein, c'est un Suisse apparemment, Gérald Poussin, mais il y a eu un album, et là il y a une histoire inédite de 3 planches, que je trouve horrible. Enfin, il y en a peut-être qui aiment. Hein. Encore du Beltrán. Alors, Eucharist Sun, encore très beau graphisme, encore une histoire qui sera dans Astéroïdes Hurlants. J'ai bien aimé cette histoire. Une histoire de Stéphane Levallois. Voilà. Alors, je passe directement au numéro 138, parce que le numéro 137, c'est le seul numéro que je ne possède pas. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas acheté. Et ce numéro 138, il a quand même une couverture de Tardy, donc c'est assez sympa. Alors, toujours l'édito et le sommaire imagé. The Guilt, qui sera publié dans Astéroïdes Hurlants, hein, sans surprise. Alors, une histoire dessinée par Marc Vigourou, qui est un auteur que j'aime pas tellement niveau graphique. Hein. Ça fait surtout retouche photo, son dessin, je trouve, j'aime pas trop. Des pin-ups de Beltrán. Là, cette histoire qui était assez sympa de mémoire, j'avais bien aimé ça. Le Mange-Livre de Dionnet. Ah oui, alors comme le Metal Hurlant n'était pas publié en kiosque, là ils ont pensé ce serait utile de donner les adresses des revendeurs de la revue. Bon, ça ne sera fait que dans ce numéro. Hein. Et une petite bande de Hervé Bourris, que je pense doit être inédite aussi. Allez, on passe au numéro 139. Who's Dreaming Now, encore une fois, sera publié dans Astéroïdes Hurlants.
J'aime assez le dessin, bien que la mise en couleur fasse très numérique. Là, les dégradés, ils sont horribles, je trouve. Republica. Alors, pas Pascal Alix, un dessinateur français, que je ne connais pas vraiment, mais qui a un style certain. Alors, un texte sur le dernier Bilal en date à paraître. Et une histoire de Philippe Rich, alors qu'un dessin assez simple, mais qui me déplaît pas, au final. Et le manche-livre de Jean-Pierre Dionnet. Voilà, on finit par ça. On arrive au numéro 140. Alors, attention, c'est marqué. À partir de ce numéro-là, il y a 68 pages, hein, c'est-à-dire 16 pages de plus, et pourtant, le prix ne change pas. Le prix est toujours à 3,50 €. Donc, bonne opération pour le lecteur. Un Robot Christ, qui sera publié dans l'Est rue d'Hurlan. Je ne vous surprends pas en disant ça. Là, j'avoue avoir eu un peu de mal à la lecture. L'Offrande, qui doit être un des premiers scénarios de Sylvain Runberg, hein, qui est depuis devenu un scénariste reconnu. Là, j'avoue avoir aussi un peu de mal avec le dessin, qui fait très numérique. Whisky in the Jar. Alors oui, à partir de ce numéro, ils mettent des petites colonnes comme ça qui s'appellent Lumano, qui sont des petites brèves qui peuvent être intéressantes. Hein. Bon, alors c'est des brèves qui sont datées depuis, forcément, mais à l'époque, on apprenait des choses dans ces brèves. Allez, le manche-livre de Jean-Pierre Dionnet. Alors là, c'est une histoire de... Comment il s'appelle Nesme, dont j'aime beaucoup le dessin. Il y a une sacrée ambiance dans ces planches. Hein. Une ambiance assez sombre. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage. Et là, il commence une prépublication d'une histoire à suivre. C'est la première, en fait. Hein. C'est le tome 2 des Hérésiarques, qui va être à suivre dans les numéros suivants. Bon, j'ai eu beaucoup de mal avec cette histoire. Hein. Autant les dessins sont vraiment très très beaux, autant le scénario, j'ai trouvé ça assez confus. Allez, numéro 141. Vous voyez, toujours les colonnes de brève. Ici, une histoire encore d'un auteur de comics américain. Ah, et puis là, c'est la première fois qu'il prépublie Les zombies qui ont mangé le monde, qui est une bande que je vous recommande, hein, qui est vraiment très très amusante. J'aime beaucoup. Il y a eu plusieurs albums de publiés, d'ailleurs, par la suite. Hein. Le premier sera publié en 2004, je crois, chez les Humano. C'est Guy Davis qui fait cette bande, et c'est très très bien. Un ton assez parodique, assez savoureux. Le manche-livre de Jean-Pierre Dionnet. Alors, une histoire de dragon, assez sympa, assez bien dessinée. Dust Devils, sympa aussi. Alors ici c'est Marcel, par Yannick Corboz. C'est une histoire qui sera publiée en album par la suite. Si je me rappelle bien, ce sera dans un album qui s'appelle Voix Off, et ce sera publié en 2006.
J'aime beaucoup le graphisme de Corboz, qui est vraiment très reconnaissable. Bon, et la suite des Hérésiarques. Ça doit terminer par ça. Oui, on termine par ça. Hop. Allez, on enchaîne avec du Corben en couverture pour le numéro 142. Un édito. Alors, encore une histoire de Marc Vigourou au dessin que j'aime toujours pas. Et on arrive, parce que j'aime par contre, du Corben, c'est toujours bien le Corben. Et c'est King's Crown, qui sera une histoire qui sera republiée par la suite dans un album un peu particulier qui s'appelle Metal Hurlant Chronicles en 2012. Les zombies qui ont mangé le monde, deuxième chapitre. Alors les histoires sont autoconclusives, hein, donc vous n'avez pas besoin de voir tous les chapitres pour comprendre ce qui se passe. Mais bon, c'est mieux de toutes les lire. Le Mange-Livre de Jean-Pierre Dionnet. Alors ça, c'est une histoire assez particulière, puisque c'est Guy Davis, hein, l'auteur des Zombies qui ont mangé le monde, qui va faire une histoire à la manière de Jacques Tardy, et je trouve qu'il y arrive vraiment très très bien. Regardez-moi ça. C'est vraiment très sympa. Hein. Et puis la suite des Hérésiarques, qui conclut le magazine. Allez, on arrive au Passe-Muraille, avec ce numéro 143. Master of Destiny, qui va être publié, je vous le donne en mille, dans Astéroïde Hurlant, par la suite. Dessin très numérique. Hein. Les zombies qui ont mangé le monde. Le Mange-Livre de Jean-Pierre Dionnet. Premier chapitre des Passe-Murailles. Série au dessin particulier, mais assez plaisant à lire. Alors, une histoire dessinée par Francis Ferlet, que j'ai bien aimée. Et je pense qu'elle est inédite en album par la suite. Et les Hérésiarques, pour conclure ce numéro. Numéro 144. Avec 2 pages de sommaire. En fait, toutes les introductions des histoires, là, ils les ont regroupées sur ces 2 pages. Alors, Shimon de Samarie, par Michel Rouge et Fred Lebert. Histoire qui, en fait, sera éditée par la suite en album. Hein. Le tome 1, ce sera en 2005. La bagarre, par Bill. C'est un préquel d'une série hein, qui sera éditée par les Humano, qui s'appelle Lucha Libre, et qui aura quand même 11 tomes. Et là, c'est un petit préquel de 3 planches. Les zombies qui ont mangé le monde. Boucher, une petite histoire au graphisme assez sale, je trouve. Une BD des frères Brisy, qui étaient plutôt connus pour être des animateurs, plus que des dessinateurs. Alors depuis, ils ont publié plusieurs albums BD. Alors ça, c'est une histoire sur Mata Hari. Une histoire des Passe-Murailles. Le Mange-Livre de Dionnet.
et les hérésiarques qui terminent. Le numéro 145, avec le sommaire. Tears of Gold, qui sera publié dans Astéroïde Hurlant. Ça, j'ai bien aimé, tant au niveau scénario qu'au niveau dessin. C'est du Jodorowsky tout craché. Call to Arms. C'est désespérant comme histoire. Les zombies qui ont mangé le monde. Les hérésiarques. Alors non, je dis des bêtises, d'ailleurs, c'est pas les hérésiarques, c'est une histoire de chevalerie par le dessinateur des hérésiarques, mais c'est pas les hérésiarques. Le manche-livre de Jean-Pierre Dionnet. Et Sid, une histoire qui sera publiée en album en 2004, le premier tome sur 2 tomes. Mais encore une fois, ce dessin, j'aime pas trop. Voilà, ben on arrive presque à la fin, puisque là, il ne me reste plus que l'espèce de numéro hors série qui est sorti près de 2 ans plus tard, en 2006. Et alors, ça coûte beaucoup plus cher, puisque ça coûte pratiquement le double, hein, 6,95 €. Alors, c'est en grand format, par contre. Et donc, bah, ça se présente, pour ainsi dire, pareil. Il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Donc là, une histoire de Fred Beltrán, qui est assez sympa. Une histoire dessinée par David Lloyd, hein, l'auteur de V pour Vendetta. Alors, une histoire d'un auteur que je ne connais pas, David Curotti. Une histoire sans parole. Overdose par Jim McDonald, ça j'ai bien aimé. La dernière mission par Ivan Gomez. Swimming Pool, un gros jeu de mots. Quelque chose dessiné par Jean-David Morvan. Pièce de rechange. Avec des Saddam Hussein de pacotille. Ah, et puis une histoire dessinée par Corentin Rouge, alors qu'il n'était pas encore aussi connu qu'actuellement, mais vous voyez qu'il était déjà très doué niveau dessin. Ça doit être une de ses toutes premières histoires qu'il ait réalisées. Je pense pas qu'elle ait été reprise en album. Et voilà, c'est terminé pour ce numéro spécial. Bon, ben, je vais enchaîner maintenant. Comme promis, je vais vous faire un comparatif de la version française et de la version anglaise, en mettant en parallèle chacun des numéros parus. On voit ça tout de suite. Dès le premier numéro, en fait, il y a des différences sur les couvertures, en plus de la numérotation qui est numérotée à partir du numéro 1 pour la version anglaise. On voit aussi une couverture qui diffère carrément, hein, puisque c'est du Beltrán qui est utilisé pour la version anglaise, et pour les titres, on ne parle pas du tout des auteurs français qui sont pas suffisamment connus certainement pour la version anglaise. Beaucoup moins de différence pour le deuxième numéro, là c'est juste la liste des auteurs mis en avant qui change, elle est beaucoup plus courte sur la version anglaise. Même chose pour le troisième numéro, seuls les titres changent.
RAS sur le 4e numéro. Sur le 5e numéro, tout est différent. Du Tardy sur édition française, du Beltrán sur édition anglaise, les titres sont complètement différents, les deux couvertures n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Sur le numéro 6, bien que le dessin de couverture soit identique, les titres sont complètement différents et un encart sur l'édition française est consacré au nouveau Bilal. Encore une grosse différence sur le numéro 7, puisque c'est Les Hérésiarques, le tome 2, qui fait la une de l'édition française, tandis que c'est le Fragile de Raffaele qui fait la une sur l'édition anglaise. On revient à des couvertures identiques pour le numéro 8, pour changer ensuite avec du Corben pour l'édition française, tandis qu'on reprend la couverture de Tardy pour l'édition anglaise. Les Passe-Murailles sont en couverture du numéro suivant pour l'édition française, qui ne doivent pas être assez vendeurs pour l'édition anglaise, qui reprend la couverture de Corben. On revient ensuite à des couvertures identiques sur deux numéros consécutivement, le numéro 11 et le numéro 12. Ensuite, la couverture est identique, mais les numéros ont été publiés à 2 ans d'intervalle. Et enfin, il n'y a eu un numéro 14 de publié que dans la version anglaise de Métal Hurlant. Donc après avoir regardé tous ces numéros un peu en détail, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous dire ce qu'il en est de Métal Hurlant à notre époque, puisque Métal Hurlant, malgré l'arrêt de cette deuxième version, et l'arrêt qui s'est fait donc en 2006, eh bien Métal Hurlant a à nouveau redémarré en 2021. Avec une troisième itération, dont j'ai le dernier numéro dans les mains. Alors en fait, je ne vais pas vous mentir, c'est le premier numéro de cette nouvelle version que j'achète. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi bientôt, parce que j'en ai pas acheté avant. Donc 15 ans après, à nouveau 15 ans après, il y a eu une nouvelle renaissance de Métal Hurlant. Donc ces numéros, ils sont, regardez, relativement épais. Alors par contre, c'est retour en kiosque. En kiosque, on peut les trouver, mais on peut les trouver aussi en librairie. Donc là, cette fois-ci, c'est librairie et kiosque, les deux sont possibles. Par contre, le prix est identique, c'est 19,95 € pour ne pas dire 20 €. Alors ça fait cher, a priori, mais bon, c'est assez épais aussi. On va voir que c'est quand même relativement épais. Alors depuis cette relance, on en est à 19 numéros parus. Le dernier datant de mai 2026, c'est assez récent, et 6 numéros hors série. Donc, apparemment, il est en santé financière suffisamment bonne pour que ça puisse continuer, puisque ça paraît toujours. Voilà, donc on regarde rapidement ensemble ce que ça donne. Donc, sur notre exemple, c'est le dernier numéro qui a pour thème le désert. Donc voilà le dernier numéro de cette nouvelle version de Métal Hurlant. Donc on voit que c'est assez épais. D'ailleurs, je vais vous dire combien de pages il y a dedans. 276 pages. Donc c'est quand même assez épais. Alors moi, le gros problème quand même, c'est le prix. C'est d'ailleurs pour ça que j'en avais pas acheté jusqu'à présent. 19,95 €, ça fait 20 € le numéro, ce qui équivaut au prix d'un album de BD, même d'un roman graphique. Donc moi je suis désolé, mais pour une publication périodique, c'est beaucoup trop cher. Moi, je préfère largement m'acheter un album de BD, voire deux pour ce prix-là, plutôt qu'un magazine dans lequel, par définition, tout ne va pas me plaire. Donc, c'est beaucoup trop cher, c'est pour ça que je l'avais pas acheté jusqu'à présent. Là, je l'ai acheté histoire de voir à quoi ça ressemblait pour faire cette vidéo, mais c'est la seule motivation que j'ai eue. Alors après, bon, il y a des bandes qui valent le coup dedans, je dis pas le contraire, mais payer 20 € pour ça, non. Donc, alors, comment c'est présenté? C'est pratiquement que de la BD, dedans, alors, sauf qu'à chaque début d'histoire, il y a une page de présentation. Alors, il y a une page de présentation en relation avec le désert, puisque c'est le thème du numéro. Donc, c'est le désert américain qui est décrit des points d'intérêt qu'il y a dans le désert américain. D'ailleurs, ça m'a assez intéressé de voir ça. Plus que certaines BD qui sont présentées. Et en dessous, à chaque fois, il y a un point sur l'auteur de la BD, ici Daria Schmidt, qui est assez à la mode depuis quelques années. Là, il y a forcément, vu que c'est sur le désert, Denis Villeneuve avec ses adaptations de Dune qui est à l'honneur. Voilà. Autrement, parmi les BD proposées,
Parfois, la relation avec le désert est plus que lointaine, hein, enfin, et parfois un peu artificielle, mais bon, c'est pas un problème spécifique, enfin, particulièrement gênant. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que, bon, il y a beaucoup d'auteurs débutants qui sont pas toujours très pertinents, hein, je trouve. Et ce qui m'a gêné le plus, c'est, pour beaucoup d'histoires, les scénarios, qui sont assez, on va dire, New Age. Celui-là, par exemple, alors déjà, le dessin, j'aime pas, mais alors le scénario, c'est quand même beaucoup de vide pour les pages que ça occupe. Donc là, j'aime pas le dessin non plus. Il y en a qui peuvent aimer, hein, c'est rien un style certain, mais bon. Là, celui-là, c'est un dessin un peu plus classique, mais que je trouve un peu trop surchargé. Hein. Alors, un article sur le making-of d'un album dédié à Alexandre Jodorowsky. Alors, c'est pour les fans purs et durs, parce que vu le prix du bouquin, 1250 € le bouquin, faut vraiment être motivé quand même pour acheter ça. Voilà, cette histoire que tu pas trop mal. Ça, j'aime bien le dessin de celle-là, bien que encore une fois, le scénario ne raconte pas grand-chose. Aussi un dessin assez intéressant, mais alors là, il y a vraiment une vraie histoire, mais ça m'a pas passionné outre mesure. Vous allez vous rendre compte au fil de mes commentaires que j'ai très moyennement apprécié ce numéro de Métal Hurlant. Hein. Là, c'est un espèce de rubrique inspirée par celle que faisait Jean-Pierre Dionnet avant, mais bon, c'est pas forcément aussi bien écrit. Et puis ça met en lumière des ouvrages qui datent déjà un peu. Hein. La Chronique de la Paranoïa, ça fait pratiquement 6 mois qu'il est sorti. Là, le Pop-up de l'Incal, ça fait même plus que ça, je crois. Donc c'est pas très à jour. J'aime pas mal le scénario et le dessin. J'ai assez aimé cette histoire qui est assez bizarre, mais qui réussit à planter un univers en quelques planches. C'est assez bien fichu. Celle-là aussi, j'ai assez aimé. Alors là, j'ai beaucoup aimé le dessin, mais alors j'ai pas compris grand-chose à l'histoire. J'avoue. Faudrait que je la relise, parce que franchement, c'est trop fumeux pour moi. Alors ça passe du noir et blanc à la couleur au fil des planches. Emmanuel Carrère, ok. Là, le dessin est assez classique. L'histoire, ça se lit, mais sans plus. Donc je feuillette assez vite, hein. Le but c'est de vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Ce qui peut être intéressant, hein, vu le prix, hein, on ne va pas payer ça si on ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Mais donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de BD, hein. Sur les 276 pages, il doit y avoir au moins 230 pages de BD, je pense. Là, encore une fois, je trouvais les planches beaucoup trop surchargées, pour que ça soit agréable à lire. Ah oui, mais ça c'est une histoire d'un des rares auteurs que je connaissais, Richard Guérino, dessinateur du Chant des Striges, et puis de différents albums à tendance historique qu'il a fait par la suite. Là, il fait de la SF.
Et voilà, ça c'est tous les anciens numéros. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez vous procurer des numéros de Métal Hurlant, deuxième période, je vous montre dans l'écran de fin comment le trouver et surtout à quel prix. Vous allez voir que c'est pas forcément si bon marché que ça. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, tout ce que vous voulez, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis bien à une prochaine vidéo Unboxing BD. Ciao!